Accord, désaccord avec Guillaume Durand sur Radio Classique et Paris Première. Voilà Eric Fotorino, je suis obligé de vous poser la question qui est à la une du 1, votre journal. Je sais bien que ça n'a pas de rapport avec l'actualité, mais après tout c'est une question de fond. Les djihadistes sont-ils malades? Que répondez-vous après enquête? Écoutez, l'enquête, c'est notamment un témoignage passionnant d'un psychanalyste, Fethi Benslama, qui dit que la police n'a pas de bonnes armes pour lutter contre les djihadistes, et en particulier les armes psychologiques. Et ce qu'il voit dans les dossiers, il dit de ceux qui passent à l'acte, pas ceux qui sont névrosés, il dit les névrosés ne passent pas à l'acte. Mais ceux qui passent à l'acte sont des suicidaires, sont des mégalomaniaques, sont atteints de psychopathologie. Il accrédite la thèse qu'ils sont malades, donc. Oui, qu'ils sont malades, mais attention, mais qu'ils sont tout de même responsables. C'est-à-dire qu'effectivement, il dit on ne met pas en avant trop cette dimension-là parce que le camarade Le Sommier a écrit sur Daesh. Parce qu'on craint que précisément si on dit ils sont malades, on dit ça les exonère de leur responsabilité. Il dit pas du tout. Il dit l'auteur de Magnanville, il prend des photos, il les met en ligne, et il sait tout à fait ce qu'il fait. Il est responsable de ses actes. Pour autant, ils sont atteints de pathologie grave. Il aurait une structure psychologique particulière, autrement ça ne ferait pas passer à l'acte, c'est ça? Absolument. Régis, vous y croyez à cette thèse de ce psychologue, c'est ça? C'est le psychanalyste. Ce psychanalyste, donc, dans l'excellent journal de Fotorino. Indéniablement, il y a dans l'État islamique un appel d'air pour combler justement des pathologies ou une sorte de mise en lumière de gens qui ont sans doute beaucoup de problèmes, mais je dirais qu'il n'y a pas que ça, il y a aussi dans l'État islamique beaucoup de, même notamment dans leurs recrues. Moi je pencherais plutôt sur le phénomène sectaire, c'est-à-dire l'exaltation, la recherche d'une pureté, etc. C'est un système totalitaire. Donc dire qu'il est composé de gens qui ont des pathologies mentales, etc. C'est un peu... D'abord, c'est d'une certaine façon les excuser, même si vous ne le faites pas. Vous mettez bien en avant le fait que... Mais ça j'en prends bien acte. C'est une question qu'on avait posée 25 fois autour du nazisme. Oui, c'est toujours... Est-ce que la structure mentale d'Hitler, de Göring, de Heydrich, de Himmler était une structure défaillante ou pas, ou délirante? Pour finir par s'apercevoir qu'un certain nombre d'acteurs, et notamment, et pas des moindres, comme Rudolf Höss ou des chefs de camps de concentration étaient des types dont la vie était tout à fait banale et qui jusqu'à présent n'avaient pas manifesté aucune folie ni quoi que ce soit. Donc la normalité et le crime, en tout cas le crime de masse, c'est toujours un rapport assez complexe et qu'il faut étudier de façon modérée, je dirais. Attention aux réponses. Qui est responsable? Je vais pas employer le mot de Nicolas Sarkozy de la chienlit, parce que ce serait rentrer dans une sorte d'approbation politique qui n'est pas le rôle des journalistes. Mais qui est responsable du désordre actuel? Est-ce que c'est François Hollande par manque d'autorité? Est-ce que c'est Manuel Valls à cause de l'histoire du 49-3 qui finalement il avait plus ou moins imposé depuis le début? Est-ce que c'est une histoire de rivalité de Valls-Macron qui tourne à une sorte de désordre dans le pays? Ou est-ce que c'est la responsabilité des syndicats, puisqu'on voit bien dans le cas de la CGT que la plupart des gens qui vont manifester demain éventuellement dans la rue ne sont absolument pas concernés par la loi travail, donc ça veut dire que c'est de la manifestation politique pure et simple. Moi je dirais que pour que ce soit aussi explosif, c'est que c'est un cocktail. Ça veut dire que chacun a sa part. Bien sûr... On pourrait rajouter d'autres ingrédients à ceux que j'ai évoqués. Mais ceux que vous avez déjà mis sur la table sont quand même les principaux. C'est vrai qu'il y a une crise du leadership très importante à la tête de ce pays. Autrement, l'actuel président ne penserait pas aller à des primaires pour se renouveler ou pour reprendre de l'autorité, peut-être. L'autoritarisme un petit peu justement de Manuel Valls, ce côté un peu jugulaire, qui ne négocie pas trop. Ça aussi, ça en fait partie. Le contexte global, je pense qu'on parlait de Daesh à l'instant, du terrorisme, c'est l'histoire de manifestation, ça cristallise beaucoup de choses, parce que qu'est-ce que c'est qu'une manifestation statique? Est-ce que c'est un mouvement ou est-ce que ça ne bouge pas, justement? Et donc je pense qu'il y a tout un tas d'ingrédients qui sont là, et qui arrivent dans un contexte qui est que l'opinion, le public, les gens ne croient plus aux politiques, ne croient plus à la capacité du politique à agir. Souvenons-nous, parce que le grand avantage d'être un peu âgé, ce qui est notre cas, ça ne présente pas que des avantages, c'est quand même d'avoir des souvenirs. Manifestation contre l'école libre, raz-de-marée, la manifestation, même si on était contre ou pour, la manif pour tous, il y avait quand même un monde considérable dans la rue. Là, c'est une manifestation où il y aura quand même beaucoup moins de gens que le disent les organisateurs à chaque fois, parce qu'à la fois on était inférieur à 100 000, et qui présente tous les dangers pour la République. Donc qu'est-ce qu'on doit faire pour éviter qu'une République saute
à cause de gens qui sont minoritaires dans les pays, minoritaires dans les syndicats, et même pas concernés par le texte de loi qui arrive. C'est précisément le problème des minoritaires, et c'est le problème aussi du gouvernement qui est minoritaire, enfin en tout cas qui sent que c'est la question de l'échéance. Je rajouterais par rapport à ce qu'a dit mon collègue, l'échéance, c'est-à-dire 2017 pour François Hollande, se représentera-t-il ou pas, l'histoire de la primaire, les sondages déplorables, le fait qu'il y ait une sorte de va-tout qui est joué pour le gouvernement Valls avec cette loi El Khomri, et puis d'un autre côté la CGT qui représente l'ancien monde, une sorte d'archaïsme arc-bouté sur à une époque où l'époque de la lutte des classes qui n'est plus d'actualité, et qui sent que elle va de toute façon à un moment elle va jouer son va-tout. Donc cette opposition entre deux acteurs qui jouent leur peau d'une certaine façon fait qu'il n'y a pas de conciliabule possible. En prenant en otage le pays, oui, tout à fait. C'est une expression qui est un peu usitée, mais enfin c'est quand même ça la réalité. Et vous avez l'opportunisme, c'est-à-dire les casseurs, ça va être tout un tas d'éléments qui vont avoir intérêt à agiter, et ce qui fait que ça fait ce cocktail explosif. Ajouter à cela effectivement une situation délétère, le fait que on est dans un pays qui est quand même à bout, à cran en ce moment, et pas uniquement à cause de la météo, parce que depuis le début de l'année, on a vécu des choses intenses, et qu'on a l'impression qu'on est, pas dans une sorte de guerre civile, mais enfin il y a quand même des choses, des pratiques qui viennent et qui inquiètent beaucoup les gens. Donc tout le monde est très inquiet et arc-bouté, et vous avez ces gens-là qui essayent de profiter pour pousser leur agenda. Pardonnez-moi d'aller dans un sens qui mélange à la fois la situation sociale et la situation qu'on évoquait tout à l'heure sur le terrorisme. Il semblerait que M. Calvar, qui dirige le renseignement en France, soit allé dans une commission d'enquête parlementaire en disant il y a un vrai danger actuellement. De guerre civile. Il y a un vrai, il a employé quand même devant les responsables des parlementaires français cette expression, ça passe un peu inaperçu dans les journaux, mais il a dit il y a un danger de guerre civile en France. Enfin, c'est quand même insensé. Oui, mais on voit bien cette espèce d'exaspération de l'impuissance. C'est-à-dire que, puisque le politique ne fait rien, ou non, en tout cas, n'obtient pas de résultat, parce qu'à un moment donné, c'est ça, c'est le résultat. Quel est le résultat? Ce quinquennat qui a déjà entamé depuis 4 ans, qu'est-ce qu'il a apporté? Pour la plupart des Français, on voit bien que ça a été une grande déception. Pour ceux qui ont voté à gauche, et ça a conforté ce que pensaient ceux qui votaient Sarkozy ou à droite. Donc, cette crise du résultat, elle n'est pas propre à la France. On peut dire que dans beaucoup de pays, il y a une crise du résultat. Guerre civile. Non, il parle de guerre civile dans un cas particulier, c'est-à-dire il parle de guerre civile par rapport aux musulmans et par rapport à la réponse sur... Non, pardonnez-moi, mais il parle aussi de l'extrême droite. Oui, non, mais justement, il met l'extrême droite. J'y viens. C'est-à-dire qu'il dit globalement encore 1 ou 2 attentats du type de ce qu'on a vu à Magnanville, et il va y avoir un c'est pas nous quand même qu'on parle de ça le matin. Moi, je me souviens pas d'avoir parlé. Je me souviens pas d'un patron du renseignement qui va dans une commission parlementaire en disant qu'il y a en France un risque de guerre civile larvée clandestine. Non, mais au moins il a l'honnêteté de le dire, et d'une certaine façon c'est assez logique, mais c'est un peu ce que je recherche Daesh. Et ce qu'on remarque, c'est que malgré Charlie Hebdo, le 13 novembre, incluons le 22 mars Bruxelles, Magnanville et tout un tas d'attentats ratés, parce qu'il y en a eu plein, il y a eu le Thalys, il y a eu Sidi Ahmed Glam à Villejuif, il y a eu plein d'attentats ratés par Daesh et qui ont quand même fait l'actualité, et malgré ça il n'y a pas eu je dirais les Français de souche, en tout cas, ne se sont pas jetés sur les musulmans. Mais la guerre civile n'implique pas forcément aussi un contexte terroriste. C'est une espèce d'exaspération générale. Il y a aussi le fait et pour le moment, il n'y a pas eu ça, et c'est ce que redoute, je pense, la DGSI, c'est que y ait ce mouvement justement qui se déclenche contre. Nous sommes avec Régis Le Sommier, directeur adjoint de la rédaction de Paris Match, et avec celui qui dirige le 1, Éric Fotorino. Changeons un peu pour se détendre ce matin. Houellebecq, le cas Houellebecq, on en reparle parce que manifestation, donc et exposition au Palais de Tokyo à Paris autour de ces photos, plus un certain nombre d'autres choses. Vous, Éric, vous êtes romancier. Moi, je me souviens très bien, parce qu'à l'époque, je faisais des émissions littéraires et je recevais Michel Houellebecq, qu'une grande partie de la culture classique, et même de gens très respectables, comme Bernard Pivot, ou même celui qui dirige maintenant la Grande Librairie, ils sont partis en guerre contre Houellebecq. Je parle même pas d'Éric Nolot, qui a écrit un livre qui s'appelle Au secours, Houellebecq revient. Et 15 ans après, on a l'impression que c'est devenu une institution. C'est pratiquement le seul Français qui, sur le plan culturel, a un rayonnement dans le monde entier.
Ouais. Est-ce qu'on n'est pas là, justement, comment peut-on dire? Je prends un peu de temps parce que c'est délicat comme sujet. On n'est pas là face à la fois un personnage, un talent extraordinaire qui est symptomatique du mal français. C'est-à-dire quand il est né en France, quand il est arrivé avec les particules élémentaires, la première chose qu'ont fait les responsables historiques de la critique, c'est de le flinguer. Regardez Le Voyage au bout de la nuit, il a été refusé chez Gallimard, il est allé chez De Noël parce qu'à l'époque, voilà, il y a eu une méconnaissance du phénomène Céline, qui est comparable, à mon avis, à celui de Houellebecq dans le romancier Victorino. Et on pourrait citer avant Extension du domaine de la lutte, qui est le premier livre moins connu de Houellebecq, mais qui déjà pose d'une certaine manière l'œuvre qu'on voit s'accomplir aujourd'hui. C'est le romancier que j'interroge. Oui, ça vous touche beaucoup. Bien sûr que ça me touche, parce que Houellebecq, c'est quelqu'un qui a une peau en moins. Je veux dire par là, pour moi, un romancier, un artiste, c'est quelqu'un qui a une peau en moins, donc qui a une hypersensibilité à des choses auxquelles les autres ne sont pas vraiment sensibles. Donc, il est en train de vous annoncer des choses, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Il parle de quelque chose qui n'existe pas. Or, ce qui est très fort dans l'œuvre de Houellebecq, c'est que ce dont il a parlé tôt, c'est quelque chose qui se réalise, ou en tout cas qui est dans l'air. Regardez Soumission, il y a eu tout ça, ça a été là, quasiment le télescopage quasiment entre le réel et la fiction. Ça a été ça, j'allais dire, la preuve par neuf de tout ce que Houellebecq avait écrit sur l'art, sur les classes moyennes, sur le délitement de la société, la fin des valeurs, etc. Une auscultation véritable de la société chez Houellebecq, ce que ne font peut-être pas les autres. C'est-à-dire, il y a une sorte de vérité crue. Ça n'explique pas. Par exemple, vous prenez un pays que vous connaissez bien, vous avez été correspondant aux États-unis. Dès qu'un talent extranordinaire arrive aux États-Unis, les gens se ruent dessus. Oui. Les gens ont oublié, 10 ans après le début d'Extension du domaine de la lutte, qu'ils ont donné le Goncourt à Houellebecq, tous ceux qu'il avait flingués quand il est arrivé. C'est le miroir. Je pense que l'œuvre de Houellebecq nous tend un miroir qui ne nous plaît pas. Parce que il montre la médiocrité. C'est pas la question du talent, ça. Pas du tout. Mais quand votre talent, vous l'utilisez pour dire à l'autre qu'il n'est pas beau, ou qu'il est même à vomir, et pour dire que vous-même n'êtes pas beau. C'est là aussi, c'est que le narrateur n'est jamais épargné. Je reviens sur la comparaison avec Céline, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on a un talent immense qui arrive au milieu du XXe siècle, et là on en a un nouveau qui arrive au début du XXIe siècle, et qu'on ne sait pas le voir parce que peut-être qu'on a cette retenue. On aime bien les catégories en France, on aime bien, voilà. Et Houellebecq est une sorte voilà, il arrive, il pulvérise d'une certaine façon et il rentre pas dans les codes et voilà. Et maintenant, c'est devenu l'institution. C'est un peu l'inverse, c'est-à-dire que vous le regardez, il était dans nos colonnes de match. Oui, il est au musée. Et il était au musée, ce qui doit pas le. Il est passé de l'enfer à un succès phénoménal, à une reconnaissance éditoriale et maintenant au musée. Oui, c'est très rapide. Mais ça rappelle les grandes interrogations du 19e siècle, déjeuner sur l'herbe de Manet, sifflé par la plupart de la presse et qui est devenu le tableau emblématique du 19e siècle, bien avant l'arrivée de la Peut-être qu'on a quand même un problème. Devient une norme. Ce qui fait, c'est même pas le scandale, c'est le talent qui vient. Mais qui est le numéro 2 par rapport à Houellebecq? Qui serait l'écrivain J'en reviens numéro à cette 2? question. C'est ça le problème. Ça va vous paraître peut-être un peu bizarre pour ceux qui nous écoutent, mais pourquoi le talent est-il scandaleux, Éric? Parce que le talent, il montre. Vous qui êtes romancier. Oui, mais le talent, il éclabousse ceux qui n'en ont pas. Donc le talent, faut se le faire pardonner. Et quand vous en avez beaucoup, ça prend du temps pour être pardonné. On a pris un certain temps pour. Donc c'est ce que Alain Robbe-Grillet appelait. Les ratés ne vous rateront pas, vous connaissez. Oui, les ratés ne vous rateront pas. Alain Robbe-Grillet appelait la jalousie dans un roman. Voilà. C'est quand même un phénomène extraordinairement français. On va terminer avec ce Brexit, évidemment, qui enfièvre même les rockers du côté de la Grande-Bretagne, les stars du monde entier que sont Mick Jagger, Paul McCartney et les autres. Vous notez qu'il n'y a pas d'opposition Beatles-Rolling Stone. Oui, il n'y a pas d'opposition Beatles-Rolling Stone, mais il y a quand même une interrogation. Là, on est tranquillement ce matin. Vous croyez à quoi, Éric? Moi, je pense qu'il y aura... En sachant qu'en Grande-Bretagne, les sondages aux dernières législatives se sont tellement plantés qu'on ne peut faire confiance à rien. Non, mais moi je La raison ou la révolution? C'est terrible à dire, mais je pense d'abord qu'il n'y aura pas Brexit. Bon, je m'avance. Donc la raison. Oui, mais je pense que l'assassinat de Joe Cox va peser là-dedans. C'est-à-dire que, alors qu'au départ, je me disais non, je vois pas pourquoi ça peserait, mais finalement... Je pense que cet événement dramatique qui s'est produit il y a quelques jours va faire pencher la balance d'un autre côté. Je suis tout à fait d'accord pour la simple raison qu'il a réveillé le Parti travailliste qui jusqu'à présent regardait d'un air goguenard Cameron se casser la gueule avec son propre parti qui avait lui-même son opposition et au sein même des conservateurs et que finalement Jeremy Corbyn et les autres ont décidé à la suite de cet événement tragique dont vous avez fait référence de se mobiliser
mobilisée contre ce Brexit. Donc il y a une sorte, la gauche joue un peu son rôle, alors qu'elle a toujours eu un côté un peu eurosceptique par le passé. Donc là, donc elle est devenue, par-delà la vie, une héroïne. Une héroïne pour son pays, ce qui nous ramène à la littérature. Quelque chose, Éric Fotorino, donc signé avec sa rédaction Les djihadistes sont-ils malades? On parle de Magnanville, d'Orlando, et avec évidemment, comme toujours, dans le 1, un point de vue, des points de vue différents, factuels, des intellectuels, etc., etc. Et puis donc la une de Paris Match, Régis Le Sommier. Muriel Robin. Pierre Palmade. Michel Larocque. Vous savez que Muriel parce que vous faites le grand écart, vous êtes le spécialiste. Oui, on fait le grand écart, mais là on vient, elle a abandonné la pièce dans laquelle elle jouait. Oui, ben justement, elle nous explique pourquoi, et elle nous explique. Et alors pourquoi? Eh bien parce qu'elle a été très malade, elle a été très gravement malade, et voilà, avec ses potes de 30 ans qui sont restés auprès d'elle, voilà, elle nous explique ce qui s'est passé, et elle va remonter avec eux sur les planches dès septembre, voilà. Merci beaucoup, il est 8h56, vous êtes sur l'antenne de Radio Classique, on est ravis comme chaque matin de vous accueillir de plus en plus nombreux, tranquillement.